Épisode numéro 3, je reçois Jean-Charles... Toujours pas. Pardon. Tom. Jerry, non? Non, juste non, pardon. C'est nul. Pour le 3e épisode consacré à Flesh and Blood, qui suit un petit peu les questions qu'on nous a posées à la suite du premier épisode, c'est par quoi on commence quand on veut se mettre à Flesh and Blood. Il faut d'abord se poser une question, c'est pourquoi on veut s'y mettre. Est-ce qu'on veut s'y mettre pour jouer en... Parce qu'on a fait des super vidéos. Oui, déjà, la preuve. La preuve. Parce qu'on veut jouer entre amis et le prendre un peu comme un jeu de société, ou parce qu'on veut péter la gueule d'inconnus dans des tournois. Et il se trouve qu'on a deux profils différents, alors c'est un peu forcé, parce que toi, clairement, tu vas toutes les semaines. Oui, moi, de toute façon, je suis venu dans le jeu pour ça. Voilà. Je suis venu pour jouer compétitivement et je suis venu. C'est un peu mon ADN de faire des jeux compétitifs depuis que je suis tout petit. Donc, j'avais envie d'avoir quelque chose de nouveau et Flesh and Blood est arrivé et ça correspondait à ce que je cherchais. Voilà. Moi, en fait, c'est parce que Yoel m'a parlé de Flesh and Blood et que je suis influencé et influençable. Je suis plus joueur occasionnel, comme vous le savez peut-être, j'ai eu quand même beaucoup de problèmes de santé qui m'ont empêché de suivre ton rythme de tournoi, même de boutique locale, ce que j'aurais bien fait. Mais ce qui fait que j'ai été exposé à beaucoup moins d'adversaires et que j'ai, même sur le Ninja que je joue, je relis mes cartes et c'est toi qui me corrige la plupart du temps. Je suis un joueur plus occasionnel, mais avec un bon pouvoir d'achat. Ce qui fait que je ne me prive pas des bonnes cartes non plus pour me faire plaisir. Si vous êtes un joueur occasionnel et que vous voulez jouer entre amis, le meilleur moyen de commencer, c'est d'acheter des decks Blitz de personnages. Là, vous avez un deck Dromai. Là, vous avez un deck Dash. Donc, c'est des préconstruits de héros. Alors, peut-être un conseil, c'est de regarder la date aussi de sortie de ces decks, parce que bon, les cartes sont renouvelées pour une classe de personnages à un instant donné. Plus le deck est vieux, plus les cartes sont vieilles. Et il y a peut-être des cartes qui sont meilleures qui sont sorties. En fait, c'est surtout plutôt essayer de prendre des préconstruits de la même extension. Parce que en général, ils sont équilibrés pour être joués les uns avec les autres et pas nécessairement pour être joués contre des préconstruits d'autres sets. D'ailleurs, si le dernier set qui est Visitors vous intéresse, il y a des préconstruits qui ont été faits qui sont de très bonne qualité en termes de cartes dedans, avec des cartes qui sont utiles pour les classes dedans, et même des cartes foil et des extended art, donc un peu des cartes qui peuvent avoir un petit peu de valeur quand même. Un préconstruit, ça vaut 12 € et ça vous donne quand même une bonne idée du héros à jouer. Ça vient avec une petite carte qui vous explique un petit peu l'idée générale du héros et ça permet de découvrir le jeu très facilement. Alors, la dernière extension Heavy Hitter, c'est sur les guerriers, les gardiens et les brutes. C'est les gros cogneurs. Si vous voulez jouer de manière beaucoup plus compétitive, c'est-à-dire comme toi, alors dis-nous, éclaire-nous. Déjà, je pense que la première chose, c'est de vérifier qu'on est vraiment intéressé par le côté compétitif du jeu et de regarder à quoi ça ressemble Flesh and Blood en compétitif, de regarder peut-être des vidéos de parties. Il y a beaucoup de ressources sur le net qui sont disponibles. Moi, c'est comme ça que je me suis fait. Je me suis dit, en toute franchise, quand j'ai joué avec des préconstruits de Blitz, je me suis dit, c'est nul. J'aime pas, je suis pas fan, je me vois pas m'investir dedans. Et puis, il y avait un petit truc qui titillait quand même ma curiosité. Je me disais, il y a quand même des mécaniques qui sont originales, il y a quand même des choses vachement intéressantes. Et donc, ce que je suis allé faire, c'est ce que je suis allé faire à chaque fois que je m'intéressais à un jeu. Je suis allé regarder des grosses parties de tournois. Littéralement, j'étais allé regarder la finale des championnats du monde de l'année précédente. Alors, je dois dire quand même, c'est pas très cinématographique. Pas forcément, mais il y a des chaînes qui le font mieux que d'autres. J'aime beaucoup la chaîne de Street Floating, par exemple, c'est une chaîne en anglais. Alors, on mettra en description. Parce qu'ils expliquent bien ce qu'ils font et ils ont le sens de la vidéo et du montage, donc ce qui manque à beaucoup de parties qui sont juste du restream de parties de tournoi. On a fait une vidéo sur un exemple de tour et c'est voilà, le cadre. Les cartes sont petites, tu peux pas, les textes sont petits. Moi j'ai besoin de lunettes pour lire les textes. Voilà, à la limite peut-être du stream de Talichar peut aussi aider, mais les cartes sont jouées dans des sens inverses, donc si vous connaissez pas les cartes, va falloir, c'est compliqué à regarder quand même. Bien sûr, mais ça permet de se donner une idée d'à quoi ça ressemble le film. Oui. C'est plus
le feeling dont je parlais. Et puis après, il va falloir choisir un perso, choisir ce qu'on veut jouer. Donc là, ça va venir de plein de considérations différentes. On va y venir dans une seconde. Mais de façon générale, avant d'investir, renseignez-vous. Avant d'acheter de façon démesurée toutes les cartes d'une classe, je vois pas de quoi tu veux parler. Renseignez-vous si c'est utile, si c'est jouable actuellement, si votre but c'est d'être compétitif. Le ninja est jouable tout le temps. Et même, voire même, il va y avoir des cartes qui sont plus jouables que d'autres. Regardez un petit peu des decks méta. Oui. Renseignez-vous et puis après, faites un choix éclairé. N'hésitez pas à tester avant. Soit faites-vous prêter le deck. La communauté est extrêmement accueillante. C'est possible de faire des initiations. Ça marche si on veut être casual ou compétiteur d'ailleurs. Dans les deux sens, il y aura des gens qui seront prêts à vous accueillir. De façon très bienveillante. Il y a un Discord francophone, on en a déjà parlé, on mettra le lien dans la description. Sinon, vous pouvez nous contacter aussi. Oui, on peut faire ça également. D'ailleurs, vous nous avez contacté. C'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo. Et si vous voulez tester un deck, n'hésitez pas à aller le tester sur Talishar contre des autres joueurs. Si vous voulez tester contre des autres joueurs, vous avez aussi Feltable, qui est un autre site qui permet de jouer contre des IA. Si vous avez un peu peur de jouer, si vous avez un petit peu peur de jouer contre d'autres joueurs, c'est pas aussi aussi permissif que Talishar et on peut pas revenir en arrière. On peut pas recommencer le tour, ce qui sont des choses que Talishar permet quand on voit des erreurs. Mais en tout cas, ça permet de jouer contre une IA et donc de ne pas avoir l'impression de dire je vais embêter quelqu'un d'autre que je connais pas à découvrir et à prendre 10 plombes pour jouer la moindre carte parce que je comprends pas comment ça marche. Oui, et les decks Blitz, encore une fois, permettent aussi de vérifier les mécanismes des personnages. Et une fois que vous avez choisi un personnage, éventuellement, vous allez vous renseigner dessus. Et en particulier sur le site Fabrary, vous avez une liste des decks qui sont enregistrés par héros. Et vous pouvez voir à tous les prix compétitifs ou non compétitifs des exemples de decks et leur stade de victoire. Et on fera un épisode où devant écran où on streamera le contenu de l'écran pour vous présenter toute la galaxie d'outils associés qui permettent de faire ça. Mais du coup, on en revient à la question initiale qui est un petit peu comment choisir un héros à Flesh and Blood et comment savoir ce qu'on a envie de jouer. Alors, moi je dirais qu'il y a plusieurs critères. Il y a un choix d'ambiance et de direction artistique, ça c'est sûr. Moi, je vous prenais le guerrier par exemple, c'est vraiment un personnage qui m'a attiré pour ça, plus que par ses mécanismes. Le ninja, pour moi, il est à l'intersection des mécanismes et de l'ambiance graphique que j'aime. Donc, évidemment, les mécanismes, c'est un choix très important. Et il y a la compétitivité. C'est ça, si vous voulez jouer compétitivement, assurez-vous. Enfin, de toute façon, je pars du principe que si vous voulez jouer compétitivement, vous irez vous renseigner sur la méta, vous irez en renseigner sur qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est injouable en ce moment, sachant que c'est pas quelque chose dont on va parler, on va pas vous dire cette classe c'est très fort, cette classe c'est pas fort, parce que forcément ça tourne et ça va dépendre des extensions. Donc si vous regardez cette vidéo dans 1 an, dans 2 ans, ce qu'on va dire aura peut-être aucun sens en termes de compétitivité. Sauf pour les ninjas. À l'heure actuelle, Riptide est le pire héros du jeu. Peut-être que dans 2 ans, tout le monde sera en train de se plaindre. Parce qu'il est trop fort. Il est trop fort, il domine la méta. Donc il y a des précédents et donc on va. Mais globalement, quel que soit le moment où vous commencez, renseignez-vous sur l'état du jeu, sur la compétitivité des persos, parce que si on se dit j'ai envie d'être compétitif, qu'on claque 600 € pour faire un deck et qu'on se rend compte qu'en fait notre deck il est nul parce qu'on l'a pas testé et on a pris un héros qui est pas fort, on peut vite regretter son investissement. Et encore une fois, on claque pas 600 € pour faire un deck, c'est souvent pas le cas, dans le sens où 95% de son deck coûte vraiment, les cartes coûtent quelques centimes et quelques cartes vont coûter cher. Le masque de Momentum par exemple coûte 70 €, quelque chose. Bon, ce qui est cher, mais c'est pas 500 €, quoi. C'est pas des cartes, c'est pas la valeur des cartes ultra rares de Magic. Faut aussi tempérer ça. Et vous pouvez entre amis jouer avec des proxys. Et vous avez un site qui permet de mettre en forme et d'imprimer vos proxys. Ce qui aussi est parfait pour jouer en physique et s'amuser entre amis. Et tester avant des tournois, avant d'acheter la carte, potentiellement. La question qu'on se pose sur quel type de mécanisme et quel type de personnage, en fait, elle est similaire à celle, et on rejoint le premier épisode, des jeux de combat. C'est-à-dire, quand je joue à Street Fighter, finalement, est-ce que je vais être attiré par Chun-Li, qui fait beaucoup d'attaques ultra rapides, mais qui n'est pas très résistante, ou un Zangief ou un Honda, même si je ne sais pas qui aime jouer Zangief, qui sont au contraire lents, mais quand ils vous chopent, ça peut être dévastateur, quoi. Ce raisonnement-là, il va s'appliquer à Flesh and Blood. Il y a tout le spectre intermédiaire entre le petit qui va donner des coups super rapides et
et le gros qui va être très punitif, le tank en fait. Et à cette réflexion de jeu de combat va se rajouter une réflexion qui est plus propre au jeu de cartes à collectionner. C'est ça, on va retrouver dans certaines formes, pas exactement comme à Magic, pas exactement comme dans beaucoup d'autres TCG, l'espèce de trinité ou carré, parce que maintenant on n'en parle plus d'autres quatre, d'archétypes de jeu, donc le jeu aggro, le jeu agressif qui va chercher à faire plein d'attaques, pousser des dégâts, à pas défendre et à pousser des dégâts. Le jeu contrôle, donc qui va plutôt chercher à disrupt son adversaire, à l'empêcher de jouer et en proposant moins de dégâts ou en attendant plus tard dans la partie pour pouvoir renverser la vapeur, et une fois que l'adversaire sera un peu fatigué là et qu'il n'a plus de ressources, là gagner la partie. Il y a le deck combo qui va essayer de faire des combos avec plein de cartes différentes pour gagner directement. Et puis il y a ce qu'on appelle le deck mid-range qui est un petit peu l'archétype de jouer des cartes fortes, un ensemble de cartes fortes ensemble, essayer de garder à Flesh and Blood, ça se traduit plus par essayer de garder la tempo en jouant des cartes efficientes pendant toute la partie et battre l'adversaire à la value, ce qu'on appelle la value, c'est-à-dire on a poussé plus de dégâts, avoir des cartes plus efficaces que lui et l'étouffer avec ça. Et on n'a pas exactement ça dans Flesh and Blood, mais ça se traduit un petit peu et on peut trouver des persos qui correspondent à l'un ou l'autre style suivant sa préférence. Moi je pense que ça conclut un peu cette vidéo. L'idée dans les prochaines vidéos, ça va être de zoomer sur chaque classe pour vous indiquer un petit peu ses mécanismes, son type de jeu, sa complexité de prise en main, parce que les complexités ne sont pas les mêmes, justement afin de vous guider, d'essayer de vous guider à faire ce choix, sachant que vous avez quelqu'un qui a beaucoup joué contre tous ses persos ou ses persos, ses classes, et quelqu'un qui a peu joué et qui parfois se les prend dans la gueule, joué par monsieur, et ça fait bobo. Comme le gros coup que tu m'as donné la semaine dernière, parce que c'était il y a une semaine. C'était une semaine. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Ah bah tiens, c'est parce que je porte le même pull tout. On a même laissé les cartes sur la table. Ouais, mais c'est marrant, les chats les ont pas bouffés. Ouais, ils sont sympas. Au revoir. Au revoir.